Nous allons faire un aperçu de la situation avec Marc Petitcrow. Marc est professeur en santé publique à l'École de Londres sur l'hygiène et la médecine tropicale. Et nous vous cédons la parole. Merci beaucoup. Merci également pour l'invitation à prendre la parole. Et en fait, je dois dire que les présentations et les discussions de ce matin ont été particulièrement internationales. Donc, j'espère faire la continuité par rapport à la matinée. En termes de conflit d'intérêts, je dois dire que ma recherche vient d'un consortium financé par des départements gouvernementaux et des organismes caritatifs, donc aucun des groupes acteurs du secteur. Je voudrais démarrer par les stratégies politiques. Et je vais mettre là ma montre pour bien vérifier que je ne prends pas la parole pour tout l'après-midi. Vous aurez probablement vu ce diagramme de la commission Lancet sur les déterminants de la santé avec 7 pratiques qui ont une influence négative sur la santé. Je voudrais me concentrer sur celles du sommet, les pratiques politiques, et relier le sujet à certaines des discussions que nous avons déjà eues. Les pratiques politiques. Donc, vous avez ici une liste brève qui pourrait avoir 100 lignes, mais qui regroupe des points comme les exigences de partenariat dans le secteur, des affirmations qui disent que nous faisons partie de la solution, mais ce que l'on sait à partir des données et des évaluations, c'est qu'il n'y a pas de preuve que ça fonctionne, mais par contre, on a plein de données qui prouvent que c'est nuisible. On a parlé de lobbying, d'utilisation de processus politiques pour insérer de la désinformation dans les prises de décision, notamment par rapport à des processus de consultation. Et Catherine nous a parlé de l'avalanche de désinformation dans le secteur et aussi de négation par rapport aux effets négatifs de l'alcool. Et ça a montré l'ampleur de la négation de la part du secteur par rapport aux effets tels que le cancer du sein ou du côlon, ainsi que des maladies cardiovasculaires, etc. Et c'est assez proche de ce qui se passe par rapport aux collègues du secteur du tabac. On a des activités de RSE. Et dans cette distorsion du secteur par rapport au ravage, on voit aussi une forte influence qui s'exerce sur les décideurs. On transfère le blâme sur les consommateurs. Et un élément important de pratique dans le domaine de l'alcool, c'est qu'on vous transfère la responsabilité des ravages et non plus du secteur. Et on a des slogans comme boire avec modération, boire avec responsabilité. C'est le type de slogan qui en découle. Et cela distrait quelque peu des politiques qui sont basées sur des données avec des restrictions du marketing, des augmentations de prix, etc. Les activités de RSE sont également là pour miner les politiques efficaces. Et ce qui me surprend et qui n'est pas très bien connu, c'est que le secteur de l'alcool est très actif dans les écoles internationales avec toutes sortes de groupes au Royaume-Uni qui ont utilisé des structures qui existent. Et il y a une organisation qui s'appelle le Trust de l'éducation à l'alcool. On a analysé une bonne partie de leur matériel et c'est probablement l'agent le plus actif qui s'appelle Smatch, qui est actif partout dans le monde et qui sensibilise les enfants à l'utilisation de l'alcool quand on a moins de 18 ans et ça s'oppose à la normalisation d'une consommation de l'alcool. J'ai regardé hier leur site Internet
Et leur objectif, c'est d'atteindre 30 millions d'enfants d'ici 2030. Donc, c'est un choc quand même. Donc, 30 millions d'enfants qui sont ciblés par de la désinformation, 30 millions d'enfants auprès desquels l'alcool est promu comme normal. Avec ce type de procédure RSE, vous avez la politique qui arrive en parallèle et le secteur dit, vous ne devez pas nous réglementer, laissez tout à l'autorégulation, regardez tout ce qu'on fait de bien dans les écoles. Et donc, ils essaient que les citoyens ne regardent pas la situation de trop près. Alors, on a utilisation de ces activités comme des opportunités de promouvoir sa marque. On a entendu des discussions très intéressantes ce matin par rapport à la fixation de normes. Beaucoup de ces pratiques sont là pour façonner des normes et les normes sont des attentes sociales qui sont souvent non écrites et qui correspondent à la façon dont il faudrait se comporter, les citoyens, les communautés, etc. Et des acteurs commerciaux comme le secteur de l'alcool réagissent aux normes, mais ils essaient de façonner ces normes, les idées et les pratiques publiques. En ce qui concerne les normes politiques, on a la norme qui a été promue par le secteur de l'alcool, à savoir que c'est un agent normal et on voit que le secteur essaie toujours de désinformer le public et les décideurs. Il demande à se trouver autour de la table quand des décisions sont prises. Et un autre facteur que l'on oublie souvent, c'est que le secteur de l'alcool a zéro compétence en santé publique. Ce ne sont pas des acteurs de la santé publique, comme je vous l'ai dit. Ils sont dans les écoles de 38 pays. Vous avez Johnny Walker, Guinness. Ils n'ont pas de compétences dans l'enseignement ou dans la santé publique, mais ils se rendent dans les écoles du monde. Donc, parfois, on voit que les limites s'érodent et les entreprises, que ce soit le secteur de l'alcool ou d'autres, n'ont pas de compétences en santé publique, je le répète. Alors, un autre exemple d'érosion des limites dont je vous parlais, qui a lieu au Royaume-Uni, c'est Heineken qui fait la promotion de la sensibilisation de l'alcool au volant à Noël. Donc, deux remarques. D'abord, le secteur de l'alcool et ses campagnes d'alcool au volant sont sous-évaluées. Ils assurent la promotion de la marque essentiellement. Et donc, vous avez Heineken qui fait un partenariat avec le ministère des Transports du Royaume-Uni pour promouvoir des produits à 0% d'alcool. Et on a entendu parler de ces produits à 0% d'alcool. D'après moi, ce n'est pas éthique. Et c'est utilisé comme une des pratiques politiques pour influencer des politiques qui distraient les citoyens de mesures efficaces qui fonctionnent. Et aussi, le but est de montrer Heineken aux yeux du public comme un acteur de santé publique. J'ai parlé de la responsabilité individuelle, une partie des substitutions de politique, donc des stratégies négatives de part de l'industrie, c'est de transformer la responsabilité aux individuels. Il y a une longue histoire de cette façon de faire dans de nombreux secteurs. Par exemple, le terme de litterbug, donc malpropre, a été utilisé par l'industrie de l'emballage, notamment pour transférer la responsabilité de l'industrie vers les gens qui créent des déchets. L'empreinte carbone a été également créée par l'industrie pour passer la responsabilité des énergies fossiles envers vous, le consommateur, le citoyen. Donc, on voit les campagnes de ces secteurs qui transfèrent la responsabilité aux citoyens. C'est toujours le même principe. Ou alors, apprécier en toute responsabilité. On transfère la responsabilité, le blâme sur le consommateur. Mais rien ici ne dit que le
marché est responsable dans son ensemble, c'est vers vous. C'est vous que l'on pointe du doigt. Utilisez nos produits avec plaisir en toute responsabilité. Et c'est ce qui mène à des maladies cardiovasculaires, des cancers. Si vous êtes touché, c'est que vous n'avez pas été suffisamment responsable. Donc, voici une autre des campagnes de responsabilité que vous connaissez peut-être. Donc, c'est le secteur automobile qui nous parle de traverser n'importe où et d'avoir un accident. Donc, à nouveau, le blâme est mis sur les citoyens et ce jusque 1920. Les conducteurs, les chauffeurs étaient considérés comme non responsables des accidents, mais c'était bien les piétons qui étaient responsables de traverser à la sauvage. Donc, si vous êtes tué par une voiture, c'est parce que vous marchiez là où vous ne deviez pas. Donc, un transfert de responsabilité du conducteur vers le piéton. Un autre point déjà mentionné ce matin et aussi pendant le repas, des stratégies moins visibles qui consistent à influencer et miner les politiques. Il s'agit de diviser la communauté de santé publique. Le secteur du tabac a utilisé cette initiative de façon très intelligente, très astucieuse. Ils ont créé la division dans les communautés scientifiques. On avait le projet qui s'appelait Sunrise et vous avez ici une citation de 2006 avec le projet Philip Morris. Et en fait, ça alimente quelque peu le débat par rapport au monde de l'alcool. Le projet Sunrise a fixé une stratégie contre le mouvement de contrôle du tabac en proposant l'établissement de relations avec Philip Morris qui a identifié un contrôle modéré du tabac et la marginalisation des autres. Philip Morris a orchestré des efforts par rapport à des différences d'opinion en affaiblissant les opposants, en travaillant avec eux. Philip Morris a également eu l'intention de travailler sur la délégitimation du secteur du tabac en se repositionnant comme responsable. Et donc, on a toutes sortes de produits, toutes sortes d'activités industrielles qui, comme le projet Sunrise, essaient d'identifier des failles dans la communauté scientifique et de les exploiter. Voilà donc une autre stratégie politique qui est utilisée et qui s'applique aussi à l'alcool. Un autre point qui est lié, qui est une stratégie moins visible, bien qu'on commence à en lire dans des documents publiés ces dernières semaines, est le suivant. Ce sont les industries qui attaquent les experts scientifiques. Donc, par exemple, X mène des campagnes de tempérance bien connues. Ne faites pas confiance à leurs recherches, ou alors des groupes de pensée d'argent sale financés par le secteur de l'alcool et qui développent des politiques et qui influencent les hommes politiques. Ou alors les médias dont on a parlé ce matin, l'utilisation des médias pour nuire à la politique, mal représenter les ravages et cacher les preuves. Donc, il s'agit là d'une espèce de boîte à outils de stratégie qu'utilise le secteur de l'alcool et d'autres. Nous avons entendu parler aussi des repères britanniques. Ces stratégies d'attaque m'ont surpris à l'époque avec la quantité d'informations par rapport au processus de repères, la science qui était excellente, sur laquelle se basaient les repères, mais aussi les taxes adressées au comité de repères. Et j'étais très surpris de voir que les ventes étaient considérées comme un lobby anti-boisson. Donc voilà, de la désinformation par rapport au secteur. Et je pense que le Times était l'un des agents de cette influence.
On peut tracer les éléments dans les médias, pas seulement au Royaume-Uni, mais partout. On voit l'influence du secteur de l'alcool via les groupes de pensée. C'est une autre de leurs stratégies. Et donc, mon dernier document, je vais m'arrêter tout de suite. J'ai vu ce document qui a été publié il y a une semaine, je crois, que je ne vais pas détailler parce que je sais que c'est illisible, mais il décrit pas seulement le secteur de l'alcool, mais aussi l'influence du secteur sur l'information politique au Royaume-Uni. Et tout cela peut être généralisé. C'est vraiment un beau résumé. Vous avez une cartographie des systèmes. Vous pouvez lire le document si ça vous intéresse. Vraiment un beau résumé des pratiques politiques dans la société. Merci de votre attention.